Bonjour à tous et bienvenue. J'ai donc décidé de lancer une chaîne YouTube où je vais du coup vous parler de manga, de romans, de comics, de cinéma. Parce qu'au fond tout est lié. Les romans sont adaptés au cinéma, les films sont adaptés en roman, les comics sont adaptés en cinéma. Et inversement, les films qui ont été tirés de comics ont influencé les comics. Donc du coup tout est lié. Et du coup je vais vous donner à chaque fois mes avis, un résumé. Et puis du coup, il y a un avis critique si c'est ce que j'ai aimé ou pas. Après, ce n'est que mon avis à moi. Mais du coup, ça va vous permettra de vous donner une idée. Peut-être vous donnera envie de voir le film, de lire tel ou tel manga. Et voilà. Et après, au fur et à mesure, j'espère que du coup, mes avis vous aideront et ça vous aidera. Donc j'ai décidé de commencer par une vidéo un peu particulière pour commencer. Parce que du coup, c'est pour faire un peu la connexion de pourquoi je lance la vidéo. Il y a quelques temps, je suis tombé du coup sur un groupe de personnes, enfin du coup les personnes qui font des vidéos qui parlent des romans, les bookTubers. Du coup, s'est-on réunis et on crée un concours pour élire leurs meilleurs romans qu'ils ont préférés en 2017. Donc, du coup, je suis tombé dessus. C'est comme ça que j'ai appris à connaître ce système de vidéos. Et je me suis dit, pourquoi moi je vais pas me lancer aussi. Du coup, je lis beaucoup et je me dis, ça peut être intéressant aussi de donner mon avis. Et puis, ça a un moyen de partager et de communiquer ce que j'ai pu ressentir en lisant le roman. Donc, du coup, je suis parti de cette idée-là. Donc, du coup, ce concours là des booktubers, donc ça s'appelle le PLIB. Je vous mettrai le lien en dessous que vous pourrez retrouver. Euh, du coup, ils avaient sur un an, chacun devait sélectionner trois livres, il me semble. Ça avait fait une sélection de 80 bouquins. Et sur ces 80 bouquins, ils avaient dû voter pour lesquels ils préféraient, ce qui a fait une sélection de 7 livres qu'ils devaient lire après en fin d'année. Et du coup, en mi-octobre, le 13 octobre, il me semble, du coup, ils font une cérémonie. Du coup, je vous mets aussi le lien. Il y a une campagne Ulule si vous voulez les aider pour faire cette remise. Avec en plus, du coup, ça va leur permettre de faire venir les auteurs, etc. Donc c'est super bien fait. Et du coup, on saura quel est le gagnant de cette set. Donc du coup, moi, vu que je me lance maintenant, je peux pas du coup participer à ce vote, etc. Mais du coup, j'avais envie de donner mon avis sur ces lectures, sur ces 7 livres. Enfin 6 parce que du coup, j'en ai pas lu les 7 mais j'en ai lu 6. Donc du coup, je vais commencer par cette vidéo. Donc on y va tout de suite. Donc je vais commencer mon classement que j'ai fait donc, du numéro 6 au numéro 1. Un petit mot du coup sur le septième bouquin, donc Les Seigneurs de Bohème d'Estelle Faye. Du coup, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas acheté, je ne le lirai pas. Je vous laisserai aller voir ceux qui s'intéressent à un résumé de l'histoire. Euh, c'est un livre qui ne me tente pas forcément parce que c'est pas forcément mon genre. Donc surtout qu'il est assez épais. Et je me suis dit si c'est pour l'acheter et qu'au final je lis pas en entier parce que ça me plaît pas, alors ça se trouve il est très bien pour voilà. Je suis sûr même qu'il est très intéressant pour ceux qui aiment ce style-là. Mais tout ce qui est un peu heroic fantasy, c'est pas forcément le genre que j'apprécie, donc j'avais pas envie forcément de le lire. Donc oui, je le classe pas moi dans les 6 et puis vu que je faisais pas partie des jurys, j'avais pas besoin de le lire. Donc du coup, en sixième position, très loin derrière les autres bouquins, vraiment, j'ai pas du tout aimé. Donc vraiment, ça n'a pas été compliqué de le mettre en dernier. C'est donc Le Souffle de Midas de Nelson Germain aux éditions du Chat Noir. Un éditeur que je connaissais pas, qui a quelques titres qui a l'air intéressant, donc je me pencherai un peu plus sur ces éditeurs du coup. Donc l'histoire, du coup, je me souviens même plus du nom de l'héroïne, tellement ça m'a pas accroché plus que ça. Je vais sans doute retrouver comment s'appelle cette petite. Donc on suit donc du coup Louise, une jeune adulte qui a 19 ans, il me semble, si je me souviens bien, qui a un travail, vraiment la fille, tout ce qui est de plus classique. Et elle se retrouve un soir en rentrant de son travail, elle entend des cris, une femme qui se ferait agresser. En allant, elle retrouve du coup le cadavre de la femme qui est en train de mourir dans ses bras. Et cette femme, en mourant, lui fait un baiser et lui transmet du coup le souffle de Midas. Donc au début, elle sait pas que du coup elle a reçu le souffle de Midas, évidemment.
elle est retrouvée le lendemain, elle se réveille à l'hôpital. Elle ne sait pas ce qui s'est passé la veille. Elle demande du coup où est l'autre femme qui était mourante, personne n'est au courant. On la prend pour une folle. Au fil des trucs, elle trouve du coup qu'il y a de la poussière dehors partout. Elle essaie de, du coup, elle se dit qu'elle a quand même pas rêvé qu'il y avait cette femme qui était morte, donc elle essaie d'enquêter. Et du coup, elle se rend compte qu'elle a le pouvoir de transformer après ce qu'elle touche en or. Donc de là, il y a un homme qui la contacte, qui est au courant, qui était la personne qui était décédée, et il lui en apprend un peu plus. Bon, après, voilà, il y a une histoire qui se met en place. On apprend qu'il y a il y a des personnes, du coup, les homériques, du coup, des gens qui sont censés les protéger. Il y a une cité où ils peuvent aller là-bas pour être protégés. Et donc du coup, elle en fait partie, du coup, parce qu'elle a le pouvoir donc, du coup, de Midas. Donc il y a différentes personnes qui ont différents pouvoirs en fonction des dieux grecs. Enfin ça, c'est ce qu'on prend vite parce qu'au fait, au final, ça, du coup, on lit le résumé du bouquin. On voit la super couverture d'ailleurs pourtant. Et on se dit, voilà, il va y avoir un côté mythologie dans le bouquin, ça va être super intéressant, d'un côté Percy Jackson. Et au final, pas du tout. C'est une histoire d'amour. Juste entre la fille et le gars qui est censé la protéger. Accessoirement, elle a un pouvoir, voilà. Mais elle se pose aucune question, l'héroïne, on ne s'attache pas du tout à elle. Justement, il n'y a pas de question d'éthique dans le bouquin. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu veux en or. Qu'est-ce que tu fais? Tu suis gentiment le gars sans poser de questions. Non, je suis désolé, moi à un moment donné, je crois que peut-être que tu veux te faire de l'argent ou du cas, dans un premier temps, il y aurait pu avoir ce côté-là où elle essaye justement de se faire de l'argent et du coup, elle aurait vu que ça attire de la convoitise et du coup, elle se met en danger et du coup, là, elle aurait suivi la protection et voir où est-ce que ça amenait ou en savoir un peu plus. Non, elle se pose aucune question, elle suit docilement comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Euh, Au bout d'un moment, au bouquin, parce que du coup, à part avec ces gens, sa famille croit qu'elle est kidnappée, du coup, elle est du coup retrouvée finalement par son père. Son père, j'aurais au courant qu'il y a des Homériques, donc visiblement ça choque personne. Donc voilà, le bouquin pour moi c'était juste une histoire d'amour. La fin, on va pas plus s'emballer que ça non plus. Il y a une suite, donc du coup c'est en 3 tomes, il me semble, c'est aussi une trilogie. Euh, Là, ça donne pas envie de dire la suite parce qu'à mon avis ça va être au même niveau. Je pense pas qu'après, j'ai déjà lu des livres un peu dans ce genre-là et ça part pas plus, ça développe pas plus l'histoire derrière. Donc à mon avis tout ce qui est partie mythologie c'est juste un fond de décor, pour l'histoire d'amour en fait, en gros, qui sont plus bidon, qui n'est pas intéressant au final. Donc vraiment très déçu. Personnellement je vais être méchant mais je vois pas pourquoi il était dans les 7. J'ai lu d'autres bouquins et il y avait d'autres titres dans les 80 qui étaient largement beaucoup plus intéressants que celui-ci. Donc en 5ème position, j'ai placé La Faucheuse de Neil Shusterman. Donc La Faucheuse, donc on est dans un monde futuriste où en fait les gens, les ont éradiqué la maladie, les crimes, on vit dans un monde parfait où on est immortel. On vit plusieurs vies quand on arrive à un certain âge, on peut décider de se réincarner dans un corps plus jeune et du coup reprendre sa vie, ce qui fait que du coup on peut devenir plus jeune que ses propres enfants. Mais du coup il fallait quand même réguler le taux de population parce que sinon à un moment donné on allait être trop nombreux sur Terre. Donc pour réguler ça, ils ont créé une institution qui est donc les faucheurs. Donc il y a des gens qui sont assignés et qui doivent aller euh, tuer des gens pour réguler du coup le taux de population. Donc chaque faucheur doit donc vraiment respecter. Ils ont un code de 10 règlements qu'ils doivent respecter, 10 commandements. Et donc c'est super ça, l'idée de base est super géniale, c'est super bien trouvé. Donc du coup, quand on a ce résumé et qu'on a parce qu'au début, c'est vrai, quand j'ai lu le bouquin, la faucheuse, je pensais que c'était vraiment un autre monde, que c'est la faucheuse de la mort. J'étais pas du tout emballé. Et du coup, finalement, quand on rentre et qu'on découvre cet univers, voilà, l'idée est super bien trouvée, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. Donc du coup, on va suivre deux personnages, Rohan et Citra, qui par un jeu de circonstances, du coup, vont se retrouver disciples d'un faucheur, Maître Faraday. Et du coup, l'un des deux, suite à différents défis, prendra la succession deviendra faucheur. Mais du coup, tout bascule au moment où du coup, leur maître Faraday, est mort. Du coup, c'est là que l'histoire bascule.
Citra et Rohan sont chacun envoyés chez deux autres professeurs. Donc Rohan chez Dame Curie qui est plutôt une faucheuse à l'ancienne et très carrée et qui respecte bien le règlement. Et Citra qui est envoyé chez un groupe de faucheurs qui eux du coup prennent plaisir à tuer et font ça en tue plein de gens plein d'un coup. Voilà, ce serait vraiment dans. Donc il y a l'opposition des deux systèmes. Et du coup, voilà, on suit leur parcours et du coup, la question est c'est qui va devenir faucheur. L'issue du bouquin est assez prévisible malgré tout. Donc j'avoue que j'ai pas trop accroché. Déjà, au niveau des personnages, que ce soit tant Citra ou Rohan, on a du mal à s'attacher à eux, on a du mal à les connaître. On reste vraiment en surface sur les personnages. Le bouquin est vraiment plus centré limite sur l'univers que sur les personnages. Au lieu que l'univers sert à servir à un récit et une histoire et des personnages, du coup il prend vraiment le pas dessus. Et du coup les personnages ne sont que des protagonistes et ils sont mis qu'en situation du coup pour nous limite nous apprendre plus sur l'univers du bouquin, d'où ça se passe, plus que vraiment connaître le personnage et s'attacher à lui. Et au final, qu'il y en a un ou les deux qui viennent faucheurs, hein, j'ai envie de dire, je m'en foutais un peu. Si je peux me permettre, c'était vraiment pas. Donc là-dessus, j'ai vachement été déçu. Donc après, il faut quand même savoir que c'est comme le premier tome d'une trilogie. Donc on peut peut-être se baser que celui-là est qu'un tome qui pose les bases. Il peut se faire individuellement à la limite. La fin, il y a pas ne finit pas sur une fin qui me donne envie de lire en plus la suite plus que ça. Donc à mon avis, moi je lirai pas, même pas la suite. Alors que ça se trouve, la suite, donc du coup le tome 2, qui s'appelle Thunderbird. Donc c'est l'espèce de logiciel qui contrôle, qui gère tout, qui gère la sécurité, qui gère les crimes, qui gère le fonctionnement de cette société, sauf qu'elle n'a aucune mainmise sur l'organisation des faucheurs. Donc on peut supposer que dans le deuxième tome, il y aura des conflits avec ça et ça va créer quelque chose. Mais c'est vrai que bon voilà, il y a tellement de bouquins à lire qu'il faut faire des choix et c'est vrai que celui-ci ne m'a pas du tout emballé. À part voilà, c'est vrai, voilà, l'univers est bien, il y aurait pu y avoir une super histoire et au final, mais moi je trouvais qu'il a manqué quand même quelque chose. Quoi. On reste vraiment en surface et on prend pas et c'est assez manichéen comme livre. C'est assez, au fond c'est assez simple et même le méchant, j'aurais sans doute trouvé quelque chose de plus profond finalement. Après, c'est vrai que bon, le méchant, l'histoire est finie sur ce tome-là, donc peut-être que dans le deuxième tome, ça va lancer un cycle qui va peut-être plus, qui ça passe pour le jour, c'est sur le troisième tome. Voilà, un bon univers, et on aurait sans doute pu faire quelque chose de plus. Donc là, on arrive. Voilà, il y avait ces deux livres, il y avait Midas et La Faucheuse. Voilà, j'étais extrêmement déçu, pas du tout emballé. Là, on va arriver du coup dans le top 4 où c'est un peu compliqué à décider comment je vais les classer. Euh, donc du coup, en quatrième position, j'ai décidé de placer Shadow of Magic de Schwab, je ne sais pas trop comment on dit, donc chez Lumen. Euh, donc ce livre, je l'avais déjà acheté avant qu'il y ait la sélection des scènes. Donc j'étais déjà vachement emballé par le résumé, j'avais envie de le lire. Et du coup, bon, bah, ça m'a incité à le lire et j'ai pas été déçu. Alors du coup, Shadow of Magic, là aussi, pour le coup, comme La Faucheuse, on a un super univers qui est créé. Donc là, du coup, on vit dans un monde complètement différent, euh, qui n'est pas du tout le nôtre. Donc en fait, il y a trois univers qui se passent toujours à Londres. C'est pas le Londres qu'on connaît, mais c'est toujours basé à Londres. Donc il y a le Londres, enfin il y a même quatre univers. Donc il y a le Londres gris, qui correspondrait un peu au nôtre, sans magie. Euh, il y a le Londres rouge, qui donc là c'est le monde merveilleux, qui regorge de magie, tout est fabuleux là-bas, la magie est puissante, donc du coup il y a vraiment des magiciens, etc. Il y a le Londres blanc, donc là il n'y a plus du tout de traces de magie dans le Londres blanc, il est limite en perdition, et du coup il y a que des petits firmaments comme ça, donc du coup on est prêt à tuer pour arriver à avoir un peu de magie. C'est voilà, ça ne pas forcément très simple à vivre. Et puis du coup il y a le Londres noir qui est interdit, que plus personne n'a le droit de y aller, il a été coupé des autres Londres. Donc du coup il existe des pouvoirs qui permettent du coup on va suivre les magiciens de sang, c'est comme ça que ça s'appelle. Du coup je suis du coup un magicien de sang, donc Kel, qui lui a du coup le pouvoir de voyager entre les différents Londres. Donc du coup il fait partie de la royauté
Parce que comme ça, il permet de créer un lien avec les différents royaumes. Et le problème qu'il y a, c'est que du coup, il y a un règlement respecté. Il ne doit rien transvaser d'un monde à l'autre pour risquer de contaminer les Londres en fonction des uns et des autres. Parce que c'est ce qui s'est passé à une époque et c'est pour ça que du coup, ils créaient, tous les Londres étaient liés entre eux et ça a créé, comment dire, à force de. Le Londres noir, du coup, a voulu tout détruire des autres mondes. Et du coup, ils ont dû les séparer et le bannir. Parce que du coup, toute la magie du noir était tellement importante qu'il essayait d'avaler la magie des autres mondes. Pour sauver les mondes, ils ont coupé les ponts. Donc on suit Kel qui du coup va à un moment donné, sans, sans le savoir, et qui contrôle ça derrière. Parce qu'au début on le suit, il va dans les différents mondes. Donc du coup ça nous permet de découvrir un peu les différents mondes, l'univers dans lequel on est, donc c'est super bien fait. C'est tout de suite prenant. On s'attache vraiment au personnage en plus de Kel, qui est pas forcément simple parce que du coup on comprend qu'il fait partie de la famille royale, mais juste parce qu'il a ce pouvoir, il n'est pas l'issue, il n'est pas enfant légitime. C'est juste parce qu'il a ce pouvoir qu'il a été adopté. Donc il se sent bien exclu, il sent bien que c'est juste à cause de ça qu'il a ce pouvoir. Donc il voyage en Trévaillon, donc on découvre ça, et à un moment donné, voilà, il y a une espèce de machination qui se met en place, et sans le savoir, il ramène un objet du long blanc, qui est au fait un objet du long noir, dans un autre monde, dans son monde. Ce qui va créer un chamboulement en chaîne qui va se créer. Le problème qu'il y a, c'est qu'il va tomber du coup sur une fille, il va tomber sur, j'ai perdu son nom, sur Lila. Donc Lila qui vient du Londres blanc, du Londres noir, non, qu'est-ce que je dis, du Londres gris, voilà. Et du coup, elle, son rêve, c'était justement de voyager. Et du coup, elle va tomber sur Kel, et elle va être transportée dans les autres mondes, et elle va découvrir qu'il y a d'autres mondes. Et elle va t'entraîner dans cette aventure avec Kel. Euh, donc là aussi, on a affaire à une trilogie, ça pose les bases. Le livre peut limite se lire tout seul, il y a une fin en soi. Mais là, pour le coup, j'ai envie de savoir ce qui peut se développer dans un deuxième tome. Parce que l'univers est vraiment très riche, c'est bien développé, c'est vachement bien raconté, il y a quand même de l'action, il y a une vraie histoire de fond, il y avait des vrais personnages avec une vraie profondeur. Il faut savoir que les machins de sang, du coup, ils sont deux, donc même l'antagoniste de Kayline est super intéressant comme personnage. Il faut voir voilà, son histoire pour comprendre. Voilà, chaque personnage est quand même bien profond, on s'attache vraiment là pour le coup. Si pour la faucheuse, l'histoire prenait le pas sur les personnages, là, les personnages servent vraiment l'histoire et l'univers. Chaque personnage en fait est une clé pour comprendre l'univers et du coup avance le schmilblick là-dedans. Donc c'est vraiment super bien fait. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en quatrième. Parce que pour l'originalité, bon après j'ai fallu faire des choix. Voilà, peut-être que la fin m'a un peu. Voilà, j'aurais voulu une fin un peu plus. Ah, j'en ferai envie de passer à la suite quoi. Là du coup ça se finissait en soi. Voilà. Donc en troisième tome, j'ai mis Les Belles Tunnels de Oksana Hope. Donc le tome 1 à Agence. Donc là pour le coup, réelle grosse surprise. Tout d'abord déjà en 1, déjà je connaissais pas ce bouquin, parce que l'éditeur déjà Rebelle je connaissais pas, donc ça m'a permis de connaître déjà cet éditeur. En lisant le résumé, c'est un livre que je n'aurais sûrement jamais acheté, ça c'est certain, sur le domaine de la Seconde Guerre mondiale, tout ça c'est vraiment pas mon truc, donc je n'aurais pas pris. Et du coup je serais passé à côté d'une vraie grosse surprise. Donc du coup l'histoire, on suit donc Christa. Donc du coup voilà, on imagine en fait, on part du principe qu'en fait la Seconde Guerre mondiale, ça s'est pas du tout passé comme prévu. C'est Hitler qui a gagné. Voilà, c'est les Allemands qui ont gagné. Donc l'histoire se passe 200 ans après. Donc du coup, on est vraiment dans la logique arienne à fond. Donc du coup, Christa, l'héroïne, est une arienne. Elle vit donc dans la société allemande telle que la réalité si Hitler avait gagné. Donc elle est embrigadée là-dedans. Voilà, mode parfait, il faut être blond, cheveux bleus, marcher d'une certaine façon, etc. Et au fil de son voilà, parcours, elle va tomber sur une femme qui est dans la rue et qui essaie de rentrer dans une bouche d'égout. Et cette femme, du coup, est brune, ne correspond pas du tout. Et elle voit qu'elle est enceinte, qu'elle tient un bébé. Et du coup, elle va l'aider à descendre dans les égouts et elle va être entraînée dans une aventure où, du coup, elle va découvrir qu'en dessous de la ville où elle vivait, il y a une communauté de gens, voilà, de gitans, ou bruns qui ne correspondent pas du tout. Et du coup, bah, elle va découvrir un autre monde et peut-être du coup remettre en cause tout le système dans lequel elle vit. Alors, l'histoire va beaucoup plus loin que ça.
il y a un vrai scénario, il y a une fin qui est juste... Voilà, j'avais peur aussi que le bouquin parte un peu en histoire d'amour avec le gitan, hein. Alors oui, effectivement, il y a une histoire d'amour, mais voilà, ça reste très en survol. Ça sert comme un peu quelque part le récit, hein. C'est pas non plus, voilà, on n'est pas que dans un livre d'histoire d'amour comme pouvait être Midas où vraiment c'est que ça. Et au fond, les qu'ils aient découvert, on n'en a rien à faire. Là vraiment, on est dans, voilà, l'histoire qu'on peut lire dans n'importe quel roman où il y a une histoire d'amour et forcément, ça sert un peu le récit. Euh, mais là, ici, on a un final déjà bourré d'action. Le final est bourré d'action, super bien décrit. On rentre dans le truc à la fin du bouquin. Il y a un moment donné, dans le bouquin, on arrive à aller aux 150 pages, on commence à se dire qu'est-ce qui va se passer, c'est un peu longué. Et voilà, et on rentre dans les 100 dernières pages, et là, ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Il se passe plein de choses. Il y a de l'action, on avance dans le récit, on va de découverte en découverte, il y a des retournements de situation à la fin qui s'enchaînent. On a un premier retournement de situation, déjà on ne s'y attendait pas, et après ça finit sur une fin où la fin, ça donne juste envie de dire faut que j'aille lire le tome 2. C'est là, c'est obligé. Là pour le coup, ça finit vraiment en plein tac. Il faut que tu vois la suite, quoi. Tu peux pas rester comme ça. Donc vraiment grosse surprise. Voilà, après c'est simple à lire, hein, c'est pas très compliqué. Euh, c'est un petit livre. Alors la suite est encore, le tome 2 est encore plus petit. Et le tome 3 doit faire un peu ce. Je ne les ai pas encore lus pour le coup, mais je vais les lire bientôt. Parce que vraiment, je remercie le Pli d'avoir fait découvrir ce bouquin parce que c'est pas un bouquin que j'aurais lu. Et voilà, ça peut se rapprocher s'il y en a qui ont aimé Divergente. Ça se rapproche vachement. On est vraiment dans le même registre et réelle surprise. Donc là, on rentre dans le top 2. Donc le deuxième que j'ai mis, là aussi, quelqu'un que j'aurais pas connu. Donc l'histoire Carmine de Ariel Holz. Je connais pas non plus. Donc du coup pareil, un bouquin que j'aurais pas acheté jamais parce que du coup édition Naouch je connaissais pas. Et puis je suis pas sûr que ça aurait été le genre de livre que j'aurais acheté. Alors même l'histoire n'est pas forcément le genre que j'affectionne le plus. Mais c'est tellement bien fait, bien écrit, c'est drôle, c'est original, que du coup je suis pas déçu. Là pour le coup aussi on est sur une trilogie. Et l'idée de la trilogie aussi est super bonne, je vais vous expliquer après. Donc du coup là aussi je pense que du coup j'achèterai la suite. Parce que du coup intéressant comme livre. Donc du coup on est sur aussi donc là, un univers complètement inventé. Une ville où du coup vit n'importe quelle créature, loup-garou, vampire, il y a des assassins, ça se tue un peu à chaque coin de rue. Voilà, on est un peu dans un univers un peu très gothique, morbide. Mais morbide, mais après dans la lecture c'est pas non plus glauque et morbide, hein, mais l'univers est comme ça. Donc du coup on suit trois sœurs, Christabel de Lorine et Mériver. Donc ce côté trois sœurs, en plus vu les caractères, voilà, la grande Christabel qui est la grande belle, etc. On a Mériver, celle du milieu, qui est donc celle qui vole de toit en toit, qui est plus acrobatique, garçon manqué. Et puis donc la petite dernière de Lorine. Je trouvais qu'on était un peu on peut comparer un peu, rapprocher Cat Size, ou les 4 filles de Thomas. Enfin, les 4, mais on peut aussi en prendre que les 3. Voilà, on est un peu dans cette idée-là, on retrouve un peu les caricatures de sœurs. Ce qui est là qui est intéressant, c'est qu'en fait, chaque tome va avoir comme narrateur une des sœurs. Donc ça, c'est une super bonne idée, parce qu'en plus, elles sont assez bien particulières chacune. Surtout la petite, du coup, Adeline, il a quelques chapitres où c'est, du coup, il lit son journal qu'elle écrit. Et c'est super marrant, c'est super bien fait. Ça rajoute vraiment une pointe d'humour vraiment bienvenue. Donc du coup, il y a une espèce de, comment dire, de machination qui est mis, complot qui est mis en place. Et Mériver, du coup, celle du milieu, va se retrouver dedans. Parce que du coup, ils ont des dettes à cause de leur mère qui est disparue. Et du coup, elle cherche une solution pour rembourser cette dette qu'ils ont. Et du coup, elle fait des vols pour des sortes de groupes mafia. Et il se trouve que lors d'un de ces vols, elle va tuer un représentant d'une grande famille. Et du coup, ça va entraîner toute une histoire autour de ça, où du coup, elle forcément, elle est prise au piège. Il va falloir qu'elle fuit, elle va être poursuivie parce que du coup, elle a commis ce crime, parce qu'elle a volé cet objet qui va être recherché parce qu'il est important, parce que cet objet est au cœur d'un complot
que je n'ai pas vous révéler, mais qui se passe par rapport au passé, un secret de famille par rapport à la royauté, et du coup elle est prise là-dedans. Donc du coup, on est embarqué là-dedans. C'est vraiment très petit à lire. Euh, c'est super bien écrit, il y a des paquets de jeux de mots qui sont vachement bien trouvés, qui sont assez drôles. On se prend dans l'histoire, on se prend au personnage, là pour le coup on se suit vraiment au personnage. Euh, non, j'ai vraiment accroché à l'univers qui est assez particulier, il fallait quand même voilà, y penser, vraiment le mettre en place. Et l'histoire, et du coup voilà, il y a aussi des révélations, des choses qu'on découvre au fur et à mesure, sur le passé des personnages, sur du coup le pourquoi de ce complot. Donc, voilà, au fur et à mesure, on dénoue les liens des personnages, etc. Donc c'est pour ça c'est super bien fait. Donc, comme j'ai dit, voilà, les trois sœurs voilà, ont chacun un caractère et ça marche bien entre elles. Et, voilà, c'est bien, c'est jamais surjoué, c'est vraiment bien fait entre eux. Donc à savoir du coup comment ça va, voilà. Donc, du coup après on a la fin du livre aussi là aussi pour le coup un peu comme les Bestionnets, un peu moins important parce que les Bestionnets ça finissait quand même très fort. Mais un peu comme les Bestionnets du coup on a une fin qui donne envie de lire la suite. On s'y attend pas du tout à cette fin là. On croit que ça va finir, voilà, ça c'est un peu plus ou moins résolu et il se passe un truc. Ah ben c'est là, après je suis revenu au début du bouquin parce que je me suis dit bah, j'ai du mal à dire quelque chose au début. Parce que du coup je m'attendais pas à ça. Et donc vraiment très très bonne surprise, un très bon livre, donc je remercie encore le film de me l'avoir fait découvrir. Et du coup on va finir du coup sur le premier bouquin, donc ceux qui connaissent ce bouquin bah, savent déjà qui j'ai nommé gagnant. Donc sans surprise, donc c'est donc Sirius de Stéphane Servant. Donc bon, là vous voyez quand je l'ai acheté, prix sorcière, donc il avait déjà gagné un prix. Donc là est-ce qu'il va gagner, est-ce que mon choix sera le même que celui de tous ceux qui ont participé au PLIB, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi ce livre est juste magistral, et juste sûrement l'un des meilleurs livres que j'ai lu cette année. Et, donc du coup pour le coup c'est lui c'est un livre tout seul. Donc c'est un livre tout seul. Donc c'est un livre de fin du monde. Enfin la fin du monde a eu lieu. Il y a quelques survivants. Euh, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, on rentre tout de suite dans le sujet. On suit une jeune fille qui s'appelle Avril, qui est avec son petit frère Kid. Et ils sont tous les deux dans un arbre. Ils vivent dans un arbre et au bout d'un moment, bah, ils ont plus de nourriture et ils sont bien obligés d'aller en chercher. Et du coup, ils vont tomber sur des gens qui vont s'en prendre à eux. Et ils vont tomber dans une vieille maison abandonnée. Et parce qu'en fait, il faut savoir qu'en fait, Avril a promis à son fils, enfin à son frère, qu'ils iraient retrouver leurs parents à la montagne euh, quand ils auraient un signe que leur chien mènerait à les chercher, leur chien qui s'appelle Sirius. Et il se trouve que quand ils arrivent dans cette maison, il y a un animal, il y a un cochon, qui a la même cicatrice dans l'éclair que leur chien qu'ils avaient, Sirius. Donc du coup, Kid, qui a 5 ans, il croit que c'est leur chien, il croit que c'est Sirius, c'est le signe, il faut partir. Et du coup, de toute façon, comme ils étaient commencé à être poursuivis par une bande de garçons, voilà, je ne vais pas dire qui c'est, mais il y a un lien avec le passé d'Avril et pourquoi ils se sont retrouvés là. Du coup, Avril et Kid décident, avec le cochon, Sirius, décident donc de partir à l'aventure vers les montagnes pour retrouver du coup les parents. Donc on assiste à un road trip dans ce monde post-apocalyptique. Ils vont tomber sur certains personnages qui vont les aider, d'autres qui vont essayer de les manipuler. Ils vont tomber sur des villes qui ont des drôles de fonctionnement. Donc on découvre comment ce monde est devenu suite au cataclysme. Et du coup, on découvre aussi donc, au fur et à mesure le passé tourmenté d'Avril, qui n'est du coup pas une héroïne comme on pourrait croire. Voilà, on n'est pas dans l'héroïne gentille. Voilà, là, un passé pas facile et assez sombre, qui du coup est bienvenu du coup dans le livre aussi, parce que du coup ça nous change un peu de nos habitudes. On a Kid, un enfant de 5 ans qui est super bien fait. Voilà, certains ont dit que ils étaient agacés par Kid, moi j'ai trouvé que voilà, il était parfait. On a vraiment affaire à un garçon de 5 ans. Un garçon de 5 ans, il est comme ça, il pose des questions, il remet tout en cause, il pense qu'il a raison. Pour ceux qui disent quand l'adulte lui dit que c'est ça et lui qui dit le contraire que c'est pas ça et qu'il veut avoir raison, un enfant c'est ça, il veut avoir raison même s'il a tort. Donc pour ça vraiment le personnage est très bien fait. Voilà, on a aussi des thèmes qui sont abordés au niveau de l'écologie, et très bien. Euh, et du coup, Kid, comment dire, va développer un sorte de pouvoir où il va
est en communion avec la nature et la planète. Il arrive à communiquer avec lui. Donc là, il communique avec Sirius. Et voilà, ça crée tout un espèce de bouquin où on voit un retour à la nature. Et à travers leur voyage, il y a plusieurs voyages, il y a plusieurs niveaux, quoi. Il y a le voyage qu'ils font tous les deux vers la montagne pour retrouver les parents. Et le voyage aussi un peu de Kid, de retour vers la nature et comment ils vont réussir à quelque part sauver la planète, d'une certaine manière. Enfin, ça, vous le saurez en finissant le bouquin. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre bah, enfin, vraiment, ce bouquin, une fois que tu commences, tu ne le lâches plus. Tu es vraiment pris dans l'histoire, au personnage. Et le personnage du coup, que j'appelle un peu le cowboy qui rencontre qu'un âne, qui m'a fait penser à Alice Corisby dans La Croisée des Mondes, enfin plutôt l'adaptation du film. Et du coup, ça m'a fait penser à lui, vraiment ce personnage qui est super touchant. Et il fait du bien aussi à ce bouquin. Et bon, j'en dis pas plus sur ce personnage. Et puis il y a le rôle du méchant qui est super. Enfin, j'ai trouvé génial le méchant qui se balade avec un magnétophone et qui le magnétophone passe en boucle la boîte d'Avril parce qu'il quand elle faisait une pièce de théâtre. J'ai trouvé ça génial. J'imaginais bien le gars qui se balade en la cherchant avec son magnétophone. Quoi. Ça rend le truc psychopathe encore mieux rendu. Donc voilà, on a plusieurs niveaux. En plus, ça touchait une pointe d'humour parce que du coup, il s'entendait la boîte d'Avril avant. Enfin, du coup, c'est super bien trouvé. Donc plein de petites idées. Bon, il y a eu deux trois trucs qui étaient un peu plus et deux trois passages. Et à un moment donné, qui est pris chez une dame qui veut le garder comme enfant, il croit que c'est son fils et tout. Ça faisait un peu conte Hansel et Gretel. Ouais, il y a des petites allusions à des contes en fait dans la ville avec les rats. Ça peut faire penser un peu au rat allemand. J'ai oublié le conte là, du jour de flûte de Hamelin. Donc c'est vrai que voilà, il y a des petites histoires qui auraient pu t'enlever. Mais voilà, sinon au global, une réelle grosse surprise. Pour moi, Sirius, c'est le livre de C7, il n'y a même pas à débattre. C'était vraiment mon gros coup de cœur. Pour le coup, j'ai commencé par celui-ci, donc du coup, c'est vrai qu'après les autres, fallait quitter la cadence pour arriver à la hauteur. Voilà, c'était un gros livre, mais finalement, j'ai lu en 2 secondes et j'ai pris un vrai plaisir à le lire. Et j'espère qu'il va gagner. Allez, Sirius! Donc voilà, j'ai donné donc, mon classement d'une des 6 bouquins de 1 à 6. Donc je tiens déjà à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, en entier jusque là si vous l'avez regardé. Je suis désolé si c'était pas très clair, si c'était pas assez cohérent. J'essaierai de me rattraper les prochaines fois. C'était ma première vidéo, donc je vous demande d'être conciliant. Je vous laisse faire des commentaires si vous voulez en dessous. On se retrouve en tout cas bientôt pour d'autres vidéos. Euh, pour présenter d'autres bouquins, peut-être des films, peut-être des mangas, je vais voir ce que je vais faire. Donc je vous remercie vraiment beaucoup beaucoup de m'avoir écouté, merci. Et je voulais par contre juste finir, du coup j'avais envie de vous lire un petit passage du coup de celui que j'ai choisi, du coup de Sirius. Donc j'ai choisi au hasard un passage. Je vais vous lire ces quelques lignes. Avril regarda en bas vers les terrasses qui autrefois avaient été des jardins, vers la forêt et ses sapins immenses. La brise était tombée, il n'y avait pas un bruit, juste le silence, ce silence assourdissant. La jeune fille pensa à la bombe dans la cave. Elle espérait qu'il n'y aurait pas de tremblement de terre trop violent. Sinon, c'était certain, l'obus exploserait. Elle revint près du gamin. Les yeux de Kid semblaient danser sous ses paupières closes. À quoi pouvait-il bien rêver? Avril aurait parié que les beignets de Madame Mo emplissaient tous ses songes. Elle s'allongea près de lui. Elle dit Bonne nuit, Kid, bonne nuit, frérot. Elle dit cela mais pas très fort pour ne pas le réveiller. Il était certainement plus heureux dans son rêve que sur ce toit. Au milieu de la nuit, un grand vent tira Avril de son sommeil. Les étoiles avaient cessé de pleuvoir, le croissant de lune se balançait mollement derrière les nuages, pareil à un œil mi-clos. Il faisait suffisamment clair pour que la jeune fille distingue une forme sombre s'éloigner d'elle à vive allure. Elle porta la main à son couteau. La forme se tenait maintenant en équilibre sur le bord du toit, frémissante, comme un énorme oiseau effarouché. Dans le ciel, le vent chassa les nuages, la lune ouvrit son œil, et la chose refléta le regard borgne de la lune. Alors Avril comprit. Cette chose, c'était la couverture de survie de Kid. Le gamin était parti. Voilà. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.